Et pour commencer cette émission, nous allons nous intéresser à la question des meilleurs outils IA à destination des juristes. Autour de moi, 5 personnes pour répondre, pour analyser cette question. Hugo Ruggieri, vous êtes directeur juridique, affaires publiques et DPO chez Doctrine. Merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous. Philippe Ginestier, vous êtes avocat, fondateur de Gino Legal Tech. Olivier Giannoni, vous êtes secrétaire général, directeur juridique du JAP. Manuel Mesquita, vous êtes directeur juridique corporate chez Auchan Retail International. Et Marion Bergeret, vous êtes général counsel corporate lead chez Alan. Merci beaucoup d'être avec nous. Je me tourne tout d'abord vers Philippe Ginestier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est votre solution et à quel besoin répond l'IA que vous avez intégré dans votre solution ? Alors, l'IA que nous avons intégrée dans la solution vient se reposer sur un socle qui va permettre, l'IA est un moyen extraordinaire de traiter de l'information, en particulier l'information déstructurée, mais ensuite il faut évidemment l'intégrer dans un socle qui soit davantage déterministe. La solution permet en réalité de gérer tout le cycle de vie des contrats, depuis l'automatisation de leur production, leur négociation, leur validation en interne dans l'entreprise, leur signature, et ensuite, extrêmement important, le suivi de l'exécution et l'exploitation de toutes les données, tant contractuelles que des données du suivi de l'exécution. Et donc tout ceci permet aux entreprises d'avoir une base de données contractuelles extrêmement riche et extrêmement opérationnelle. Et l'IA, ça sert à quoi là-dedans? C'était vraiment une difficulté que vous avez rencontrée auprès des avocats qui n'arrivaient pas forcément à suivre toute l'évolution ou certains éléments de la vie d'un contrat? Non, l'IA est un enrichisseur d'à peu près tous les services. Vous avez des services qui sont quasiment pure IA. Quand vous dites je prends un contrat, j'en fais un résumé. Quand vous dites je prends un contrat, je le compare à un autre contrat. Quand je vous dis je le compare à mes normes pour voir si mon contrat est conforme à ce que je souhaite, là vous êtes pure IA. Mais ensuite l'IA va venir enrichir toutes les fonctions. Si par exemple vous cherchez dans votre contrat tech où il y a 10 000 contrats, si vous cherchez tous les contrats qui concernent tel type de sujet, vous allez la recherche par mot, qui est le traditionnel. Vous pouvez ensuite l'élargir aux synonymes, mais l'IA va aller chercher le sens. Et donc, il va faire une recherche beaucoup plus approfondie. Hugo Ruggieri, est-ce que aussi vous pouvez nous expliquer votre solution et comment est-ce que vous avez accompagné vos utilisateurs, peut-être faire de la pédagogie sur l'utilisation de votre outil? Donc Doctrine, on est surtout connu à la base pour notre capacité à rassembler toute l'information juridique publique, à la contextualiser et à créer une IA qu'on a appelée le Legal Graph, qui est l'issue de cette interconnexion entre toute la donnée publique. Maintenant, grâce à l'IA générative, qui est un nouveau tournant dans le monde du droit et plus généralement la société, on s'attelle à mettre cette expertise sur la donnée juridique, sur les contrats, par un outil qui va être utile à la fois pour les avocats et pour les directions juridiques, qui consistera à analyser la validité d'un contrat en utilisant cette expertise qu'on a sur la donnée juridique primaire et en l'appliquant à ces données privées qu'on va intégrer donc progressivement dans la plateforme. Donc c'est des fonctionnalités qui ne sont pas encore totalement ouvertes au public. Pour le moment, on est en bêta testing sur ces fonctionnalités. Et effectivement, comme vous le dites, ça nécessite un véritable accompagnement puisque l'IA change la manière dont on fonctionne. On a tendance à la prophétiser comme quelque chose qui va remplacer les juristes. Chez nous, et je sais que c'est partagé autour de la table, la conviction, c'est au contraire qu'elle va renforcer la place de l'humain dans la chaîne de valeur juridique en nous permettant de passer moins de temps sur des tâches à faible valeur ajoutée et en nous concentrant sur ce qui fait le sel de nos métiers. Manuel Mesquita, justement, Hugo a prononcé le terme humain. Est-ce que au sein de votre direction, c'était une crainte? Est-ce que vous avez dû rassurer vos collaborateurs et peut-être quels outils vous avez implémentés au sein de votre direction? Bon, l'implémentation, c'est toujours une étape très importante pour l'implémentation d'un outil, notamment aujourd'hui avec les outils qui utilisent l'intelligence artificielle, c'est-à-dire motiver et faire embarquer les gens. Cet aspect humain, c'est très important. D'habitude, ce qu'on fait, c'est on a toujours des sponsors très importants pour un projet d'implémentation, soit en CLM, soit un outil de gestion de délégation de pouvoir, gestion d'entité. Donc, c'est avoir toujours un sponsor qui va identifier les ambassadeurs qui vont être les personnes plus motivées à faire embarquer tous les restes des équipes.
Et cet embarquement s'est fait au début de tout le projet, soit les tests pour identifier les bons outils, pour tester l'intelligence artificielle, pour tester l'outil elle-même, à quel point elle est intuitive, et après, petit à petit, faire toute la préparation pour l'implémentation. Donc, toujours avoir en tête que pour embarquer les gens, c'est pas imposer un outil, mais c'est de le faire participer dans le choix de l'outil, le test de l'outil, comment faire l'implémentation. En sachant qu'une chose, c'est très important. C'est le premier contact que quelqu'un a avec un outil. Si nous ne sommes pas capables de l'expliquer, quel est le bénéfice d'utilisation de l'outil, soit sécuriser l'entreprise, soit une gagne de temps, évidemment que les gens ne vont pas être embarqués. Effectivement. Marion Bergeret, quel besoin avez-vous comment est-ce que vous avez répondu à certains besoins avec l'IA et surtout quel changement organisationnel ça a pu impacter votre direction du département? Alors nous, chez Alan, on est partenaire santé, on a une culture assez particulière. On travaille beaucoup à l'écrit, on fait très peu de réunions et depuis toujours, on essaye énormément de distribuer la responsabilité vers les équipes opérationnelles. Donc on a une équipe juridique qui est extrêmement petite. Et on essaye de faire que les équipes opérationnelles puissent faire des tâches qui, normalement, dans des schémas traditionnels, reviendraient aux équipes juridiques de manière autonome. Et l'IA accélère vraiment cette transformation-là, cette distribution de responsabilités. Elle permet que certaines tâches récurrentes qui prennent du temps à la direction juridique soient faites de manière autonome par les équipes opérationnelles. Et ça permet de dégager du temps pour apporter de la valeur de manière différente sur des sujets plus pointus, plus techniques, plus complexes. Effectivement, de faire que les choses soient plus fluides. Ça permet de la productivité au niveau de l'entreprise en général. Oui, ça, vous avez remarqué qu'il y avait un gap de productivité entre avant et après vos outils? Alors oui, sans exagérer, mais disons qu'on déjà dans l'utilisation de l'IA dans les méthodes de chaque métier a apporté des gains de productivité propres. Et ensuite, en termes de process juridique, on est au début encore, mais il y a certains processus qui ont été accélérés de manière très significative, mais il faut en accélérer plein pour que ça se ressente vraiment au niveau organisationnel. Olivier Giannoni, est-ce que vous avez rencontré des défis juridiques? Comment est-ce que vous avez, surtout en matière de conformité avec l'IA, comment est-ce que vous voyez ces choses-là au sein de votre entreprise? Le principal défi qu'on a rencontré jusqu'à présent, c'est un défi qui est relatif à l'humain, c'est-à-dire la nécessité d'accompagner et de démontrer aux juristes l'intérêt des solutions, puisque c'est quand même un changement fondamental dans leur profession. C'est-à-dire ils ne vont plus faire, mais comme disait Marion, ils vont faire par l'intelligence artificielle. Et donc, si j'en reviens à la question initiale, qui est la question de la conformité, ça suppose que vous ayez des juristes qui soient en mesure d'apporter une plus-value sur n'importe quel type de réglementation. Et donc, de ce fait-là, ça va être comment est-ce que le juriste est capable de vérifier, de contrôler si la réponse qui est apportée par l'intelligence artificielle, elle répond aux attentes, c'est-à-dire est-ce qu'elle permet d'être conforme soit une réglementation internationale, soit une réglementation nationale, d'autant plus qu'actuellement on a une multiplication de réglementations qui sont verticales et horizontales, donc il peut y avoir des conflits de normes. Par exemple, la réglementation IA Act de l'Union européenne, c'est une réglementation transversale, mais ça peut entrer en conflit potentiellement avec d'autres réglementations qui sont verticales. Donc là, il y a vraiment une question fondamentale qui est la plus-value du juriste pour régler ces conflits potentiels. Et dans ce cas-là, comment ça s'organise? Quelles réponses vous pouvez apporter aux entreprises? C'est là qu'on entre dans l'innovation et la capacité à trouver des solutions qui vont permettre de diminuer le risque, mais on ne peut pas être certain que lorsqu'on adopte une clause particulière, on est à 100% conforme, puisque souvent il n'y a pas encore de jurisprudence sur ces sujets-là. Donc là, c'est là tout apport du juriste, c'est finalement le juriste innovant. Oui. Hugo Ruggieri, tout à l'heure, vous avez parlé de données privées, justement. Ça, c'est quand même une question, j'imagine, qui est très importante. Comment vous faites pour peut-être rassurer vos utilisateurs? Est-ce que vous avez un code de déontologie ou quelque chose qui rassure le fait que voilà, les données sont bien privées et qu'on peut se tourner vers vos solutions? C'est une question primordiale que se posent nos clients avocats soumis au secret professionnel extrêmement fort et direction juridique qui traite des données extrêmement sensibles. Et donc on se devait d'apporter des garanties à la hauteur des enjeux. 3 niveaux de réponse que je vais essayer de donner très rapidement. Le premier, on a cherché à faire valoir notre expertise en termes de cybersécurité. Et donc on est allé chercher la certification ISO 27001
qui est reconnue comme la plus haute norme en termes de cybersécurité mondialement. Donc on vient de se faire certifier par un organisme américain pour justement avoir la confirmation qu'on répond aux exigences et qu'un organisme étranger le reconnaîtrait également. Sur l'aspect confidentialité et plus respect du RGPD, compliance et ainsi de suite, on a postulé, on a été lauréat de l'accompagnement renforcé de la CNIL, ce qui fait que ça fait maintenant quelques mois et encore pour 3 ou 4 mois de plus qu'on travaille main dans la main avec les équipes de la CNIL où on bénéficie de leurs conseils et de leur suivi pour nous assurer que donc on respecte au mieux les obligations de confidentialité et de respect du RGPD. Donc c'est un programme qu'ils ont lancé il y a 1 an et demi qui consiste à prendre 3 ou 4 entreprises dont le business model est basé sur l'exploitation innovante de la donnée pour s'assurer que ces business models innovants sont respectueux du RGPD. Et dernièrement, donc avec mon confrère juste à gauche, on est cofondateur ensemble et avec l'ex-base du groupe France Digital Legal Tech qu'on co-anime et on a voulu embarquer toute la Legal Tech dans cet esprit de maturité, de responsabilité et de confiance dans nos outils. Et donc on a adopté ensemble un code de conduite de la Legal Tech française signé par aujourd'hui 19 adhérents et dans lesquels il y a des engagements sur tous ces sujets et donc qui nous engagent contractuellement envers nos clients. Justement, Philippe Génestier, comment est-ce que est-ce que certains de vos clients sont un petit peu réticents? Qu'est-ce que vous leur dites justement pour qu'ils s'embarquent aussi dans l'outil que vous leur proposez? Écoutez, il y a un travail d'évangélisation à faire. Oui. Il faut dans une entreprise, quand vous voulez introduire un CLM ou une techno, il faut trouver des champions. Enfin, il faut au moins un champion, qui est quelqu'un qui est enthousiaste, qui comprend le système et qui va savoir évangéliser les gens. Et il faut ensuite beaucoup d'accompagnement humain, c'est essentiel. Il faut tenir la main des gens, de ceux qui sont les moins naturellement habiles, de ceux qui sont les moins attirés par la techno. Des fois, il faut un petit peu pousser affectueusement dans le dos et on y arrive. Parce que les gens, il y a des bénéfices qui sont considérables. Les bénéfices sont vraiment disproportionnés par rapport à leur investissement. Et donc, il faut les tenir jusqu'au moment où ils récoltent les bénéfices. Est-ce que l'IA, c'est quand même une technologie qui avance tous les jours, il y a toujours des nouvelles choses. Est-ce que vous êtes au fait de la technologie? Est-ce que vous suivez cette évolution vraiment de très près ou aujourd'hui les outils qu'on peut utiliser facilement sont suffisants pour gérer pour le monde de la legal tech, on va dire? Non, le monde de la legal tech a besoin de la totalité de la technologie, car elle traite effectivement des sujets extrêmement divers, extrêmement complexes. Et je dois le dire que de rester au courant, c'est un travail à quart de temps. Hein. C'est vraiment, mais c'est enthousiasmant. Dans notre monde un peu glauque, c'est quand même la chose la plus passionnante qui se produit, c'est de voir cette évolution quotidienne. Vous avez vu comment les Chinois ont répondu à M. Trump. Oui, c'est incroyable. Dans les 5 jours de M. Trump, je suis là avec tout la Silicon Valley. Ça vous a coûté 6,6 milliards, nous 5 millions. C'est extraordinaire. C'est vrai, il y aura toujours des choses à faire. Le timing des Chinois. Eh bien, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup à tous les 5 d'avoir répondu à ces questions autour des meilleurs outils Merci. IA à destination des juristes.